Hello everyone. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la 5e conférence de cette série de conférences très importantes pour nous sur la pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et de santé mentale globale avec différents intervenants. Hello, everyone, and thank you for being here for that conference of the series about the COVID-19 and the link between social sciences and the COVID-19 pandemic. Today, we are going to have three speakers from different countries, and they are going to present different research on mental health in general and global mental health. Laissez-moi faire les présentations maintenant, et puis un peu plus tard, on aura une présentation, une autre, en fait, je dirai quelques mots quand les personnes vont parler. We have first Olea Balaulu-Makila, qui est doctorant en psychologie à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, qui est aussi chef de travaux à l'Université de Kinshasa. Il est psychologue clinicien au ministère de la Santé publique en République démocratique du Congo. What I really like to say is the fact that Olea is one of the most experienced psychologists on Ebola virus disease. Il a fait plus de 7 épidémies, de différentes. Il est intervenu sur différents théâtres d'épidémie et dans la dernière épidémie, la situation mixte Ebola and COVID-19, he was the chief of mental health for that situation, and it is a particular situation, a specific situation, and I'm really happy for having Olea with us today. Nous avons aussi donc, Olea va intervenir sur justement Ebola virus disease and COVID-19 dual crisis and community mental health. The cumulative trauma and resilience. On a aussi Diana Mikuni, qui est stagiaire postdoctorale à McGill. Et Diana travaille beaucoup sur les questions qui sont liées à la radicalisation. Et pendant la pandémie, Diana je peux dire, avec Rochelle, mené ce projet sur la santé mentale au Québec. Et Diana a publié notamment un article sur, dont le titre Ethnocultural Disparities in Mental Health During the COVID-19 Pandemic, a cross-sectional study on the impact of exposure to the virus and COVID-19 related. Juste pour dire que Diana, ce travail-là d'ailleurs est devenu l'article du mois pour le British Journal of Psychiatry Open. Et donc, c'est un plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Diana. Bienvenue, Diana. On a également Dr Cyril Koussigan-Kokou-Poulou, qui est stagiaire postdoctoral à l'Université d'Ottawa et qui travaille entre autres sur la maladie à virus Ebola, qui vraiment est spécifique sur ces questions-là, qui a aussi publié plusieurs travaux sur la COVID-19 dans plusieurs pays, Togo, Haïti, République démocratique du Congo et Rwanda. Et Cyril va intervenir sur les prévalences et les facteurs de risque et de protection pour les problèmes de santé mentale pour les populations qui sont touchées par la COVID-19, et il va surtout parler aussi du prix de pouvoir résister, qu'est-ce que ça représente comme sacrifice pour les gens. So welcome again, everyone. It is a real pleasure to have you today, and we are going to start first with Olea.
Et Oléa va intervenir depuis la République démocratique du Congo. Oléa va pouvoir partager son écran maintenant et Oléa, tu as la parole. Merci beaucoup pour la parole, Jude. Je salue tout le monde et je le remercie pour leur présence dans cette conférence. Nous allons partager avec vous une expérience de double crise Ebola et Covid et santé mentale des communautés, trauma cumulatif et résilience. C'est une expérience de la RD Congo dans la province de l'Équateur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est le plan de notre introduction. Nous allons introduire cette double crise Ebola et Covid en RD Congo et nous allons démontrer également son impact sur la santé mentale des communautés, l'impact que nous pensons être trauma cumulatif et aussi comment nous avons pris en charge pour renforcer la résilience communautaire face à cette double crise. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a déjà connu dans ses actifs 12 épidémies de maladies à virus Ebola sur le 36 épisodes que le monde a déjà connus dans 9 pays. Et cette recrudescence a permis à la République démocratique du Congo à mettre en place un modèle de gestion efficace sur la lutte contre cette épidémie. Malheureusement, que cette expérience était butée, n'est-ce pas, par des problèmes avec cette double crise. Et le 11e épisode qui a sévi dans la province de l'Équateur en 2020 est apparu 2 ans après la précédente dans la même région. Et cette 11e épidémie de maladies à virus Ebola s'est trouvée cumulée avec la pandémie de Covid-19. Donc, désormais, Équateur était la 2e région du monde doublement touchée par le virus Ebola au même moment que Covid-19, après la ville de Beni en 2020 et la ville de Butembo cette année même à l'est du pays. Donc, actuellement, il y a également la communauté rurale de Gweke en Guinée-Conakry, qui est touchée par cette même double crise Ebola et Covid-19 depuis le 14 février 2021. Donc, avec la recrudescence, n'est-ce pas, de cette double crise, nous pouvons dire que en RD Congo et puis en Guinée, le monde doit se préparer à une nouvelle crise, de double crise. Car les communautés affectées sont confrontées, n'est-ce pas, par les traumatismes cumulatifs avec un impact considérable sur la santé mentale de victimes. Et la résilience communautaire reste la seule stratégie pour aider, n'est-ce pas, ces communautés victimes de double crise. Comment c'est arrivé? Le 10 mars 2020, le premier cas importé de Covid-19 est notifié à Kinshasa. Et le 17 mars de la même année, le premier cas de transmission locale est également notifié à Kinshasa. Et une semaine après, donc le 1er juin, le ministre de la Santé fait la déclaration officielle confirmant le retour de l'épidémie de maladies à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Et celle-ci étant la 11e épidémie qui survient environ 2 ans après l'épidémie dans la même région de l'Équateur. Et 3 jours après, donc le 4 juin de la même année, le premier cas de Covid-19 est notifié, n'est-ce pas, dans la province de l'Équateur et précisément dans la ville de Mbandaka. Donc, de juin à fin octobre, les 2 épidémies se sont répandues
presque partout dans les zones de santé de l'Équateur et la situation épidémiologique du 20 octobre faisait déjà état d'un cumul de 130 cas, dont 119 confirmés et 11 probables pour la maladie à virus Ebola, et d'un cumul de 693 cas, dont 62 confirmés et probables pour la COVID-19, et d'une létalité cumulée à 42,3%, soit 44 décès pour Ebola, et d'une létalité calculée à 0,6%, soit 4 décès pour Covid, avec 25 738 contacts suivis dans la communauté pour Ebola et avec 3 333 contacts suivis dans la communauté pour COVID-19. Donc, on peut déjà se rendre compte de cet impact-là. Et comme dans toutes les autres épidémies passées, l'actuelle pandémie, n'est-ce pas, qui est encore en cours dans le monde, la double crise Ebola-Covid qui a sévi dans la province de l'Équateur a également occasionné plusieurs problèmes psychosociaux et de santé mentale. Et nous voulons signaler ici que cette même communauté était déjà victime en 2018 avec la même épidémie. Et une étude a mesuré l'impact de l'épidémie de 2018 sur la santé mentale de la population concernée. Et cette étude a révélé que 45,58% des personnes résidant dans des villes et villages touchés avaient des symptômes de détresse sévères. Donc des symptômes de détresse psychologique sévère. Et quand nous nous référons, n'est-ce pas, à ce que Lopez nous dit depuis 2012, Lopez dit que la détresse psychologique non traitée est un facteur de risque majeur pour les troubles mentaux tels que la dépression, les troubles de stress post-traumatique et l'anxiété et autres. Donc, je sais que cette population n'a jamais été prise en charge de façon responsable. Donc, de façon immédiate, nous avons constaté que la double crise Ebola-Covid-19 à l'Équateur s'est distinguée de précédentes épidémies de maladies à virus Ebola par l'intensité des affections émotionnelles et la densité, n'est-ce pas, des problèmes psychosociaux, notamment la détérioration étendue du climat social, des climats de suspicion intenses et généralisés, et aussi de l'isolement physique d'importants malades déclarés et suspectés de deux épidémies à la fois et des mouvements de panique généralisés au sein des communautés affectées. Il y a eu également la stigmatisation et la discrimination des survivants et des non-cas pour les deux épidémies et aussi de leurs membres de famille. Et c'était une peur généralisée de mourir de l'une ou l'autre épidémie ou de l'un ou l'autre virus. Et il y a eu un sentiment partagé de culpabilité pour la non-organisation des funérailles, n'est-ce pas, des proches décédés. Et nous avons signalé également qu'avant l'apparition de cette double crise, la province de l'Équateur connaît déjà beaucoup de difficultés. Et d'abord sur le plan socio-économique, la population vit essentiellement des activités forestières et riveraines, comme la chasse, la cueillette, l'agriculture, la pêche, ainsi de suite. Et ces activités sont de peu de revenus, ce qui justifie même la misère extrême, n'est-ce pas, dans certains coins de la province. Et sur le plan sanitaire, la province de l'Équateur fait face à plusieurs autres épidémies. Et beaucoup de problèmes comme le système faible de la santé, non résilient, une carence en ressources allouées au système
et une instabilité des ressources humaines. Et sur le plan épidémiologique, on note dans cette région une recrudescence de certaines maladies épidémiques, telles que le choléra, la rougeole, la diarrhée sanglante, le paludisme et également la maladie à virus Ebola. Et nous voulons également signaler que la région de Grand Équateur avait déjà connu dans son actif 5 épidémies de maladies à virus Ebola sur les 12 que le pays a connues dans 8 provinces. Donc, cet état de choses constitue déjà d'événements potentiellement traumatiques pour la population de l'Équateur ou les communautés. À l'inverse, dans d'autres circonstances, le caractère répété de ces événements potentiellement traumatiques et ajouter à cela cette situation de double crise Ebola-Covid-19 très intense qui produiront par cumul des échanges des charges émotionnelles et affectives déplaisantes, en quelque sorte un impact traumatique cumulatif. Donc c'est pour dire que cet impact a des blessures psychiques n'ont jamais eu le temps, n'est-ce pas, de cicatriser. Elles ont sans cesse réouvertes et deviennent de plus en plus béantes avec de temps de répétition. Donc le traumatisme est lié à un type de relation avec un objet toxique peut justifier, n'est-ce pas, ce type de relation frustrante. Maintenir le long des parcours et décèle, n'est-ce pas, le vecteur traumatique. Et ceci d'autant plus que ce qui est toujours présent n'est guère représentable et tombe dans le fond, n'est-ce pas, syncrétique de l'identité communautaire de l'Équateur. Et dans nos interventions, pour susciter, n'est-ce pas, une résilience auprès de membres des communautés, la commission de prise en charge psychosociale et santé mentale avait jugé nécessaire que cette double crise ne soit pas prise dans le fond muet, ce qui ne perçoit même plus à force d'être toujours présent. C'est comme ça que dans les activités, la commission de prise en charge psychosociale qui s'occupe de cette dimension de la santé mentale a réalisé des séances de psychoéducation communautaire fondées, n'est-ce pas, sur des leçons apprises au niveau des communautés. Et il y a eu également le recrutement dans cette même communauté des agents psychosociaux formés, n'est-ce pas, pour un soutien psychosocial communautaire. Et il y a eu des assistances de familles affectées par cette double crise Ebola-Covid-19, assistance en kit alimentaire, kit de réinsertion, et il y a également des services de santé communautaire qui ont été assistés. Et nous avons également assuré le suivi et accompagnement des survivants et leurs membres de famille. Et les espaces amis pour enfants ont été organisés au profit des enfants. Et les espaces de dialogue et de médiation des conflits ont été organisés pour les adultes. Et il y a des jeux collectifs également qui ont été organisés pour les adultes. Donc la commission a favorisé les recours et les retours à la spiritualité, au groupe de prière, à la religion, mais nous signalons que la précarité et la vulnérabilité restent les points faibles pour la résilience communautaire. En conclusion, nous disons que la double crise de la maladie à virus Ebola et Covid-19, son impact
des traumas cumulatifs est doublement dommageable pour la santé physique et mentale des communautés. Et comme nous l'avons démontré, cette double crise tend à devenir mondiale. En RD Congo, avec 3 zones, Beni, Butembo et Équateur, et actuellement en Guinée, cela nécessite, n'est-ce pas, une réponse mondiale. Les études ont montré de façon séparée l'impact, n'est-ce pas, de l'une ou de l'autre épidémie grave et mortelle sur la santé mentale des communautés affectées. Et nous pensons qu'il est crucial que les études mesurent l'impact de la double crise Ebola-Covid-19 sur le monde en santé mentale des communautés de victimes. Et l'absence d'une structure mondiale autonome en santé mentale, c'est vraiment un besoin criant pour les événements potentiellement traumatiques. Voilà l'économie que je fais pour vous par rapport à cette présentation. Je dis et je vous remercie. Merci, Olea. Thank you, Olea, for this presentation, which clearly presented the cumulative traumatic potential of the dual Ebola virus disease and COVID-19 crisis. Although the presentation was in French, please feel free to ask questions in English, and we will be happy to translate them. But before the Q&A period, we are going to welcome Diana Miconi from McGill University. Et la présentation de Diana, Diana will present in English, and the presentation titled Ethnocultural Disparities in Mental Health During the COVID-19 Pandemic. Welcome, Diana. Yeah, I'm sharing my screen. OK. Merci beaucoup de cette invitation. Today, I'm going to present the results of a study about ethnocultural disparities in mental health during the COVID-19 pandemic. And the study was conducted in Quebec, in Canada, during the first wave of the COVID-19 pandemic, on a culturally diverse sample of adults living in the province. We've seen how this pandemic has highlighted and widened structural, like social, economic, and political fractures and injustices within our communities and our societies, and how at the same time it's also fueling fear and xenophobic discourses in the general population. There is mounting evidence showing how minorities and marginalized groups are at higher risk of COVID-19 infection and death. And these groups are also becoming increasingly the target of COVID-19 racialized and discriminatory actions. We know from prior research how exposure to a disease and discrimination are both risk factors for one's mental health. However, empirical evidence on the impact of exposure to COVID-19 and experiences of discrimination on mental health during this pandemic is still scarce, and it is even more scarce if we think of minorities and marginalized groups. During this presentation, I will talk a lot about COVID-related discrimination, which is a new, if you want, emerging form of discrimination related to this pandemic. And we define it as a form of discrimination related to one's presumed COVID-19 status. I mean, I'm sure that all of you have seen some reports in the news about racist acts, for instance, against people of Asian descent since the start of the pandemic. There's been a spike in this sort of racist acts. And this has been associated with the fact that the virus originated in China and that public discourses, as well as some politicians, have also called it the Chinese virus in the news and so on, putting further stigma on Asian populations. But there's also other groups that have been targeted, such as recent immigrants and asylum seekers, for instance, in Italy. At the beginning of the pandemic, they were blamed of spreading the virus across the country, and this put further stigma and contributed to an increase in discrimination against these populations. There's also been
reports of discrimination against healthcare workers, essential healthcare workers. We've seen them being targeted and barred from stores, discriminated in their neighborhoods, in their hospitals, and so on. And we've heard of an increase in ageism, a sort of discrimination related to age during COVID, especially targeting seniors. If you've heard of the hashtag boomer remover, you know what I'm talking about. This hashtag is meant to say that we are glad that COVID-19 is kind of getting rid of seniors. Like that, we get rid of a burden on society. That's kind of the message. And it has been endorsed as a message by some politicians, for instance, in Texas, as I show there. These are just some examples. But the thing is that we've read a lot about these forms of discrimination, but there's not been a very systematic empirical investigation of this kind of discrimination during the pandemic. Knowing more about this form of discrimination and its association with mental health is crucial if we want to inform public health messaging, public health prevention and intervention efforts to build a more inclusive society and support and protect those groups that are more vulnerable to this kind of discrimination during this pandemic. As I mentioned, the study was conducted in Quebec, in Canada, and the province is kind of the epicenter of the pandemic in Canada. It's one of the provinces that has been most affected, and it has the highest count of deaths related to COVID-19. Of importance in the province, around 80% of people who tested positive for COVID-19 live in Montreal, in the greater Montreal area. And within Montreal, there are stark disparities in rates of COVID-19 infections. And we've seen how certain neighborhoods that are actually the more culturally diverse neighborhoods of Montreal have higher rates of infection and deaths of COVID-19. This has suggested that there are cultural and social disparities in COVID-19 infections and deaths in the province. And some reports, local reports in Montreal, one from CRAR, one from Sherpa, for instance, called for action to reduce the negative impact of the pandemic on cultural communities. And they've shown, for instance, how members of visible minorities are actually more represented among essential workers in the province, for instance, among healthcare attendants, in senior residents and in hospitals, and how oftentimes they lack safety during their job in their workplace. With this study, we wanted to investigate the association between among exposure to COVID-19, COVID-related discrimination, and mental health in a culturally diverse sample of adults living in the province. And we had three main research questions. We wanted to see whether there were ethnocultural disparities in rates of COVID-related discrimination and in rates of exposure to COVID-19. We wanted to see whether COVID-related discrimination and exposure to COVID-19 were associated with worse mental health outcomes, if they were actually risk factors for mental health, and whether these associations varied across ethnocultural groups. Meaning, are there some cultural communities that are more vulnerable to the negative impact of exposure and discrimination during this pandemic? A total of 3,273 residents of the province of Quebec, aged between 18 and 80 years, completed an online survey in June 2020, so during the first wave of the pandemic in Canada. And the recruitment took place thanks to the collaboration with Ledger Marketing, who oversampled participants who self-identified as visible minorities from their pool of participants. Our sample, half of the sample was either first or second generation immigrant and aged between 18 and 39 years. And this is the ethnocultural composition of our sample. 49% of participants self-identified as white, and the remaining participants self-identified with one visible minority group. We have broad ethnocultural groups for statistical and methodological reasons. So we had 21% of participants who self-identified as Black,
14% self-identified as Arab, and then we had East Asian, South Asian, and Southeast Asian participants. The sample was diverse in terms of employment status, but it was overall well-educated, with 48% of participants who had a university or a college degree, and 68 participants were living in the greater Montreal area at the time of the study. As a measure of mental health, we use the Hopkins Symptom Checklist, which assesses symptoms of anxiety and depression. COVID-related discrimination, we asked participants whether they experienced COVID-related discrimination for a list of reasons and across a list of contexts. They could respond yes, no to each one of the situations. And then we recorded these responses into a binary variable. So basically we had a variable telling us whether the participant had experienced at least one episode of COVID-related discrimination or not. For exposure, we also had a binary variable. We could distinguish between participants who had not any form of exposure to COVID-19 versus participants who were exposed. And exposure was measured in terms of having been diagnosed with COVID-19, but also knowing someone in the family, in the community, at work, among friends who had been diagnosed with COVID-19. Then we implemented some multivariable regression models and interaction analysis, and we can move on to our results. In terms of exposure, 28% of our sample experienced some sort of exposure to COVID-19. And there was variation across ethnocultural groups, with Black participants at increased risk of exposure than white participants, followed by Arab participants. And it's important to note here that Black and Arab groups, cultural communities, are actually more represented among essential workers and recent immigrants in the province. In terms of discrimination, 16% of the sample reported having experienced at least one episode of COVID-related discrimination. And visible minorities, all visible minority groups were at higher risk of experiencing COVID-related discrimination compared to white participants, with East Asian participants being more than 4 times more likely to experience COVID-related discrimination. Exposure to COVID-19 and COVID-related discrimination were risk factors for mental health in our sample, as expected. However, these associations varied across ethnocultural groups, and more specifically, the magnitude of this association was larger among Black participants. Here, I put a figure to show you this effect. So you see scores of mental distress across ethnocultural groups. In red, you see the scores of mental distress for participants who have been exposed to COVID-19, and in black for participants who had not been exposed to COVID-19. What these figures here tells us is that the magnitude of this association, the impact of exposure on mental health was larger among the Black community. And a similar picture, and we found a similar picture with regards to COVID-related discrimination. Here, for Black participants, the impact of COVID-related discrimination was stronger than for other communities. This was true also once controlling for other kinds of experiences of discrimination, not COVID-related, and also when controlling for prior mental health before COVID, still self-reported, and other social demographic variables. What can we conclude here? In terms of public health implications, our findings suggest that there are sociocultural inequalities that are responsible not only of health disparities during this pandemic, but also of mental health disparities. And if unaddressed in the short and in the long term, these inequalities can have long-lasting consequences on societies, especially for racialized communities. This means that we need to monitor the evolution of COVID-19 across sociocultural groups. And to do so, we need to collect information, sociocultural information on rates of infection and death, which is not systematically collected in many countries and in Canada. And that's very important. And we have to do so being careful not to further stigmatize vulnerable communities. We also need to invest in anti-discriminatory programs to promote inclusiveness of the society, to find ways to support and protect
vulnerable communities and communities that are more exposed and more vulnerable to discrimination during this pandemic. In terms of clinical implications, we need to invest in race-conscious and culturally competent intervention that consider factors such as discrimination, historical, and racial trauma. We know there are barriers to access to mental health services, especially for minority and marginalized communities. So we need to improve access to mental health services. We need to have, culturally safe and culturally competent services that promote community and culturally specific coping strategies for these cultural communities. There are multiple limitations to this study because it's a cross-sectional study and we use self-reports. We need larger samples to assess intersectionality because, for instance, we also found that essential workers and people with lower income and living with more people in the household was a decreased risk of exposure and mental health issues. So we could not test this kind of intersectionality because of power issues in our study, but this is something important in this pandemic. And we would also need to assess variability within the broad ethnocultural groups that we considered. And the study findings cannot be easily generalized to less educated samples or to more recent immigrants and refugees, asylum seekers, which have been found to be at higher risk of health disparities in the province, but that are not well represented in our sample. Okay, I just wanted to thank the team. This has been a teamwork, really. We worked very rapidly during the first wave of the pandemic. So I want to thank the whole team that you see here. And here is the paper if you want for reference. And thank you very much for your attention. And I'm happy to discuss with you. Je peux répondre aux questions même en français. Vous pouvez me poser des questions en français plus tard. Merci beaucoup. Thank you, Diana, for that presentation. Merci beaucoup, Diana. Je sais que beaucoup de personnes auraient bien aimé qu'on traduise. C'est un vrai challenge à cause du temps, parce que si on traduit, ça nous fait quasiment le double du temps et des fois plus d'un temps, plus de 2 temps et demi, donc c'est très difficile. Mais juste pour dire 2 mots, ça m'a fait vraiment penser au racisme, à plusieurs éléments. J'aurais vraiment beaucoup de questions, dont le racisme systémique, parce que tout cela, on se rend compte que tout cela est bien lié et que il y a des liaisons entre le fait que les gens vivent d'autres formes aussi de discrimination et comment tout cela impacte ce qu'ils vivent maintenant. So, I'm happy to welcome. Les questions, c'est à la fin. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat et puis on répondra à la fin. We can ask your questions in the chat, and Diana, Olea, and Cyril will answer at the end of the conference. On va maintenant accueillir Cyril Kosigan-Kokoupolou qui va nous parler de santé mentale et Ebola et des facteurs des prévalences de problèmes de santé mentale, mais également des facteurs de risque et de protection. Cyril, c'est à vous. C'est bon, les diapos, ça va? Oui. D'accord, merci. Bien, merci Jude pour la présentation et l'introduction. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. L'honneur me choisit de vous présenter, comme annoncé par Jude, les principaux résultats du projet de recherche sur la maladie à virus Ebola et ses conséquences psychosociales sur la santé mentale communautaire en République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Équateur qui a été touchée par la 9e épidémie. Évidemment, il ne s'agira pas de présenter tout l'ensemble des résultats de l'étude du projet, mais surtout de mettre
en lumière les résultats portant sur la sévérité et les facteurs de risque et de protection associés à la sévérité donc, de ces problèmes de santé mentale vécus par les populations de base qui ont été directement touchées par la survenue brutale de cette épidémie. Alors, ma présentation va s'articuler autour d'un plan que j'ai envie de dire, d'un plan classique qui nous amène dans un premier temps à relever quelques éléments de contexte qui vont éclairer notre problématique. Ensuite, je vais présenter la démarche méthodologique de l'étude, puis les principaux résultats auxquels l'étude est parvenue, suivis donc de leur discussion. Et enfin, quelques points à retenir en guise de conclusion. S'agissant du contexte et de la problématique et de notre étude, je dois d'abord dire que Oléa m'a rendu un service utile par sa brillante présentation, lui-même étant un acteur clé donc, de la situation. Néanmoins, la répétition étant la mère de la pédagogie, je vais revenir sur quelques éléments qui nous permettront de mieux apprécier la portée de nos résultats. Donc, rappelons que le virus de Zaïre, comme on l'appelait en son temps, a été découvert en 1976 au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Donc, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, donc en moins d'un demi-siècle, la République démocratique du Congo a connu 11, je pense maintenant 12, c'est ça, 12 épidémies de la maladie à virus Ebola, dont 6 au cours de ces 10 dernières années. Donc, il s'agit d'une maladie qui présente un taux de létalité très élevé, qui la place parmi les 5 virus contemporains les plus graves, les plus mortels, selon l'OMS. Ce taux de létalité élevé et la propagation rapide, parfois difficile à maîtriser donc, du virus, avait un impact considérable donc, sur la capacité des structures sanitaires déjà trop fragiles du pays, comme c'est le cas dans la plupart des pays en voie de développement ou des pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc à cela s'ajoute la connaissance et la perception de la maladie qui créait un état de peur, d'angoisse, de panique permanent chez les populations. Il a été rapporté également donc, des cas de suicide, d'avortement spontané. Il faudra surtout noter que la plupart des épidémies se sont produites dans des zones à conflit armé qui sont marquées par des mouvements migratoires de masse qui exposaient donc ces populations à la guerre, parce que ce sont des zones justement de guerre. Nous connaissons, je pense bien, l'histoire donc de la République démocratique du Congo. Et donc, cela les exposait également donc, à l'insécurité chronique, si vous voulez. L'un des problèmes majeurs liés donc, à la propagation donc, de la maladie était la stigmatisation, qui était davantage entretenue donc, par des tensions intercommunautaires, interethniques existantes, mais également des représentations socioculturelles donc, de la maladie qui entraient en conflit avec l'approche médicale ou la représentation médicale scientifique de cette maladie-là. Et donc le tout justement donc, dans des conditions socio-économiques très précaires, comme c'est justement le cas des pays à revenus faibles. Alors, donc ces éléments mis en contexte, précisons qu'une revue de la littérature publiée tout récemment, donc en 2020, par Sénat et ses collaborateurs, a montré qu'une seule étude sur une vingtaine qui ont été inclus donc, dans cette revue de la littérature a documenté l'impact de la maladie à virus Ebola sur la santé psychologique dans la région des Grands Lacs, donc où se situe la République démocratique du Congo. Donc, la majorité des études a été réalisée en Afrique de l'Ouest à partir des années 2010 ou autour des années 2010,
ce qui peut suggérer l'inattention de la communauté scientifique locale et internationale sur les conséquences psychosociales donc, de cette pandémie qui est très récurrente, comme l'a rappelé donc, Oléa, très récurrente donc, en République démocratique du Congo, du moins eu un manque d'attention jusqu'à une date récente. Alors, cette présentation donc, va reprendre en partie les objectifs du projet de recherche donc, qui a été mené par Sénat et ses collaborateurs, ses partenaires. Donc, l'étude a été menée en République démocratique du Congo, notamment dans la province de l'Équateur touchée par la 9e épidémie, comme je l'ai dit précédemment. Donc, venons à la démarche méthodologique de l'étude. Alors, précisons que le projet résulte de la collaboration des chercheurs donc, des pays du Nord, du Canada nommément, et des pays du Sud, de la République démocratique du Congo. Et ce projet a reçu une approbation donc, du comité éthique de l'Université d'Ottawa et de l'Institut national de la recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une étude qui repose sur un défi longitudinal mixte avec 2 temps de mesure, 2 temps de collecte de données. Donc, le premier temps de mesure est intervenu pour des raisons éthiques, précisons-le, 7 mois après la fin de l'épidémie dans cette région. Et le deuxième temps de mesure est intervenu 1 an après. Et là, les données qui ont été récoltées lors du deuxième temps de mesure sont présentement en cours de traitement statistique. Donc, l'étude a mobilisé 26 agents psychosociaux qui sont des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux de formation qui ont été recrutés sur des critères de compétences linguistiques. Il faut le souligner parce que ce sont des milieux où plusieurs langues, plusieurs dialectes sont parlés. Leur connaissance des milieux et leur expérience dans la conduite ou dans la collecte des données donc sur des études épidémiologiques antérieures. Donc, ils ont reçu une formation de 12 heures justement donc, pour renforcer leur capacité sur les questions éthiques liées spécifiquement donc, à cette étude après le 9e épisode de l'épidémie. Donc, l'enquête s'est déroulée donc, dans 3 zones de santé selon le découpement donc, de l'OMS. Donc, dans les zones de Biroko, c'est ça, Iboko et Wangata, si je n'ai pas bien prononcé, peut-être plus tard Oléa pourra justement donc me corriger. Donc, 3 zones de santé et précisément, donc l'enquête s'est déroulée dans 18 villages et villes, hein, ce qui est vraiment considérable. Donc, parmi les outils utilisés, donc, nous avons le PTSD Checklist for DSM-5, donc, qui a permis donc, de mesurer les symptômes donc, des états de stress post-traumatique, donc le Beck Anxiety Inventory, qui a permis donc, de récolter donc, les informations sur les symptômes anxieux, le Beck Depression Inventory sur les symptômes dépressifs, et également l'échelle de détresse psychologique donc, de Kessler, donc K10 souvent, abrégé en K10, et également, entre autres aussi, précisons-le, donc, le questionnaire de stigmatisation, parce qu'il y a encore d'autres outils qui ont été administrés donc, dans cette étude-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude reposant sur un devis longitudinal mixte, donc des entretiens également ont été réalisés avec les personnes affectées directement donc, par cette épidémie, y compris les leaders communautaires et les personnels de la santé, qui sont également de la même communauté, n'est-ce pas? Donc, disons que donc les outils ont été traduits et adaptés donc, par une équipe de professionnels, donc de 7 professeurs des universités donc, de la République démocratique du Congo, justement pour pouvoir s'adapter aux réalités, donc, aux réalités culturelles, socio-religieuses donc, du milieu. Donc, quels sont les principaux résultats? Donc, disons que l'étude a finalement inclus 1614 participants avec un taux de participation donc, qui est très satisfaisant. Rappelons-le ici que l'étude ou le projet de recherche donc, concerne et à la fois donc, les personnes adultes
et les enfants. Et donc, les résultats que je vous présente ici, mais voilà, concernent directement les personnes adultes. Et donc, notre échantillon donc, est paritairement, est distribué paritairement selon le sexe. Et l'âge est compris donc entre 18 et 85 ans, avec une moyenne donc autour de 34 ans. Nous n'avons pas noté de différences significatives donc, entre les hommes et les femmes selon l'âge. Donc, quand nous regardons donc, ce premier graphique, donc, le premier graphique nous fait le portrait donc, des quatre problèmes de santé mentale que j'ai choisi donc, de vous présenter dans le cadre de cette conférence. Donc, à savoir l'anxiété, donc les états de stress post-traumatique et la dépression et la détresse psychologique. Donc, on note donc, à la lecture donc, de ce graphique que les états de stress post-traumatique et la dépression et les symptômes dépressifs sont les problèmes dominants donc, dans notre échantillon. Donc, vous pouvez les voir les deux donc, au milieu ou au centre. Et il n'y a pas de différences significatives basées sur le sexe dans notre échantillon global. Mais toutefois, nous avons noté donc, des interactions entre le sexe et d'autres facteurs, comme par exemple l'éducation, le milieu de résidence ou l'âge, donc expliquant donc, la sévérité de ces problèmes de santé. Par exemple, en ce qui concerne les états de stress post-traumatique, les hommes qui résident dans les milieux ruraux et les hommes qui résident dans les milieux ruraux étaient beaucoup plus à risque. Et toujours concernant donc, les états de stress post-traumatique, les femmes plus âgées étaient aussi plus à risque. Et concernant la dépression, on note une interaction entre le sexe et le milieu de résidence et l'âge. À ce niveau, on note plutôt une autre tendance, les hommes avec un niveau d'éducation plus élevé étaient plus à risque, alors que les femmes qui ont un niveau d'éducation beaucoup plus bas ou qui n'ont pas été très longs dans les études étaient les personnes à risque. Concernant l'anxiété, 3 personnes sur 10 donc, présentent les formes cliniques, les formes sévères donc, de ces symptômes. Nous avions dit qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à l'âge dans notre échantillon global, mais ici, directement, nous observons donc des différences significatives avec l'âge. Et les personnes âgées de 45 à 54 ans, comparées aux jeunes de 18 à 24 ans, étaient beaucoup plus à risque. 6 personnes sur 10 présentaient des états de stress post-traumatique sévères avec une différence ou des différences significatives selon l'âge. À ce niveau, en plus donc, des personnes âgées de 45 à 54 ans, nous notons également que les seniors sont aussi à risque de développer les formes sévères donc, de stress post-traumatique, des états de stress post-traumatique. Concernant la dépression, 6 personnes sur 10 en présentent des formes cliniques sévères, comme dans le cas des états de stress post-traumatique. Nous notons que les seniors et toujours le même groupe des personnes de 45 à 56 ans étaient beaucoup plus à risque. Et la dépression, donc mesurée par K10, vous vous rappelez, donc à ce niveau, nous observons que 5 personnes sur 10 étaient beaucoup plus à risque. Et là, ici, c'est surtout donc, les seniors qui étaient beaucoup plus à risque. Non, pardon, là, je pense que c'est une petite erreur. Donc, les personnes de 45 ans à 54 ans. Je pense qu'il y a une petite erreur. Alors, la stigmatisation est un facteur de risque majeur qui émerge dans tous les modèles d'analyse, justement, donc, qui ont été effectués. C'est le facteur prépondérant qui explique la sévérité, et cela rejoint justement en partie parce qu'en fait, les comportements de stigmatisation et de discrimination vont souvent de pair, vont souvent ensemble, et cela rejoint la présentation donc, de Diana tout à l'heure. Donc, on note également que ce facteur-là est prépondérant donc, dans le cas de l'épidémie Ebola. Je pense que c'est un facteur qui revient de façon récurrente dans pratiquement toutes les épidémies que le monde connaît et que le monde connaît justement au cours de ces dernières années.
Nous avons noté 3 facteurs de ressources, donc 3 facteurs de protection majeurs, mais il faut ici souligner donc, les 3 donc, sont le soutien social, donc avec leurs dérivations, avec leurs différentes formes, que ce soit le soutien par rapport, le soutien reçu de la famille, des amis, et puis des personnes significatives que l'on connaît, et l'auto-efficacité de soi perçue, l'auto-efficacité perçue, les stratégies d'adaptation religieuse sont les 3 grands facteurs que nous avons identifiés, mais leur effet sur la diminution ou le niveau faible donc des problèmes de santé mentale est très mineur, est très faible, donc l'effet n'est pas assez important. Mais par contre, on voit que ce sont des facteurs qui promeuvent, qui sont associés à une meilleure qualité de vie, parce qu'également, dans l'étude, des mesures ont été administrées, des instruments ont été administrés pour avoir des informations aussi sur non seulement les symptômes des problèmes de santé mentale, mais également sur la qualité de vie, donc prenant en compte justement donc, tous les aspects, la double dimension donc, de la santé mentale, à savoir la psychopathologie entre guillemets traditionnelle et la santé mentale positive. Donc, quelques éléments donc, de discussion. Je l'ai déjà dit, donc, quand nous observons donc, la prévalence des problèmes de santé mentale, nous observons que les états de stress post-traumatique et la dépression, les symptômes dépressifs sont très dominants justement donc, dans notre échantillon, avec pratiquement 5 à 6 personnes présentant des formes cliniques donc, de ces problèmes de santé. Donc, c'est vraiment très important à prendre en compte. Et le fait que, justement, nous observons une prévalence très élevée donc, de ces problèmes de santé mentale dans notre échantillon suggère qu'il y a une ou une multimorbidité donc, de ces problèmes-là qu'il faut prendre en compte. Il ne faudra pas systématiquement les séparer, mais les prendre en compte justement pour comprendre toute la complexité et l'ampleur ou l'impact réel donc, de cette épidémie ou cette série d'épidémies, donc d'épisodes d'épidémie sur les populations. Concernant donc les 4 problèmes de santé mentale que nous avons présentés, le groupe d'âge de 45 à 54 ans était le groupe à risque, hein, et nous avons vu au fait aussi les nuances par rapport donc, à l'âge, par rapport au sexe, par rapport au milieu de résidence, etc. En plus, concernant spécifiquement donc, les états de stress post-traumatique et les symptômes dépressifs, le groupe des seniors était beaucoup plus à risque. Donc, dans les programmes de prise en charge, il est très important justement donc, de pouvoir porter l'attention sur ces 2 groupes qui étaient beaucoup plus à risque. Et les facteurs de risque majeurs, justement, donc, nous l'avons dit aussi, mais c'est la stigmatisation qui est perçue, et souvent, lorsqu'elle est perçue, avec le temps, elle peut s'intérioriser. Et souvent, la littérature nous montre que lorsque la stigmatisation ou la discrimination, la stigmatisation, elle est intériorisée, elle devient très, très, très difficile à traiter parce qu'elle est associée à la fois à la sévérité des troubles, mais également à l'échec des traitements donc, qui sont administrés à des populations qui sont victimes justement donc, de la stigmatisation. Ce qui explique que les seniors étaient beaucoup plus concernés, c'est que nous avons noté dans ce groupe-là beaucoup plus d'événements de vie potentiellement traumatiques expérimentés, vécus. Donc, les seniors ont rapporté beaucoup plus d'événements de vie potentiellement traumatiques, à savoir les accidents de route, les attaques terroristes. Donc, je vous ai dit en amont que ce sont des zones caractérisées par des conflits armés et des morts soudaines, violentes, évidemment bien avant et durant donc, les épisodes de l'épidémie. Pour conclure, donc, notre étude donc, nous permet donc, de voir une occurrence, une présence des formes cliniques sévères des problèmes de santé mentale donc, dans la population qui a été investiguée en République démocratique de Congo. La prépondérance des facteurs contextuels donc, sont à prendre en compte, donc des facteurs contextuels et des facteurs socio-environnementaux. Et l'exploration de nos résultats également permet de voir que, sûrement, d'année en année, les populations locales ont une bonne connaissance donc, de cette maladie. Mais par contre, il y a toujours une persistance des actes de stigmatisation, hein, ce qui est à prendre en compte que la connaissance
le niveau de connaissance ne détermine pas forcément au fait, donc, le niveau des actes de stigmatisation, sûrement que ces actes de stigmatisation sont nourris sur le fond des tensions intercommunautaires dont nous avons parlé également en introduction. Donc, nous disons que la coexistence donc, des problèmes de santé mentale et aussi les indicateurs de la santé mentale positive, et ici, nous n'avons pas eu l'occasion de présenter les résultats qui sont relatifs à la qualité de vie, par exemple, nécessitent des modèles théoriques et d'intervention, certes plus complexes, mais pragmatiques, qui prennent en compte au fait, tous les aspects de la santé mentale. C'est en ce sens que nous pourrons parler effectivement de la santé mentale globale. Et l'étude étant d'un devis longitudinal mixte, et je vous ai dit également que les données du deuxième temps de mesure ont été déjà collectées et sont présentement donc, en traitement. Nous pensons que leurs contributions nous permettront de mieux comprendre la complexité donc, des impacts des conséquences de cette épidémie et d'affiner davantage les programmes d'intervention. Je vous remercie, chers mesdames et messieurs, donc, de votre attention. Thank you, Cyril, for that presentation on the mental health problems, risk factors and protective factors associated with mental health problems during Ebola virus disease epidemics or outbreaks. As I told you, feel free to ask your questions in English or French. Comme je vous ai dit, soyez libre de poser vos questions en anglais ou en français. On trouvera un moyen de traduire pour vous. Je vais laisser Saba lire les questions qui sont dans le chat. Et puis après, si vous voulez intervenir, vous allez pouvoir intervenir aussi en ouvrant vos micros. Ça vous permettra de le faire. Et puis après aussi, nous aurons aussi beaucoup d'autres... Moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions que j'aurais bien aimé demander. Mais on va commencer par les questions qui sont déjà dans le chat. Saba? Parfait, merci. Donc, la première question est pour Oléa. C'est une question de Jacqueline Bukaka. Elle demande, je voudrais qu'Oléa puisse nuancer comment les deux populations, celle de l'Équateur et celle de l'Est de la RDC, ont vécu ou vivent culturellement cette double crise. Oui. Oléa, là tu es sur mute, on ne t'entend plus, Oléa. Oui, donc vous allez récapituler la question, la différence entre les différences culturelles entre les populations de l'Équateur et celles de l'Est de la République démocratique du Congo. Ah oui, effectivement, il y a des différences que nous avons constatées sur terrain. Donc, à l'Équateur, nous avions une population qui est très ouverte, dans les contacts. Quand vous avez besoin des informations, on vous donne des informations sans problème. Et quand vous discutez, ils vous disent tout ce qu'eux pensent par rapport à la maladie, et ainsi de suite. Et vous pouvez discuter, n'est-ce pas, avec la population. Et c'est comme ça que même en 2018, on a juste fait 3 mois de lutte. Donc, avec une population qui est ouverte, qui comprend, vous discutez. S'il dit non, il dit non. S'il dit oui, il dit oui. Mais c'est ce que nous n'avons pas rencontré d'emblée à l'Est quand on a commencé la lutte. Donc, vraiment une population très fermée. On a compris que la situation de guerre a également influencé ses comportements. Vraiment une population qui n'était pas ouverte, qui pouvait vous écouter, mais difficile à exécuter ce que vous demandez, par exemple les mesures de protection, ainsi de suite. C'était vraiment très difficile avec la population de l'Est par rapport à la population de l'Équateur. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Oléa, si je peux continuer dans cette même question, juste pour demander, est-ce que toi, tu as vu qu'il y aurait ces différences-là
pourrait être dû au fait que la zone de l'Est, c'est une zone où il y a la guerre, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de cas de perpétration de violence et de victimisation. Donc, est-ce que ça pourrait être lié aussi au fait qu'ils soient plus réfractaires pour participer, en fait, à tout ce qui a rapport à la mobilisation communautaire dans le cas d'épidémie? Oui, effectivement. Vous devez savoir que l'épidémie de l'Est, donc de 2018 en 2020, c'est l'épidémie la plus longue de la lutte en RDC et c'est la plus grande. Effectivement, ces problèmes, nous l'avons rencontrés. Et donc, est-ce qu'il y a des liens entre les comportements de la population et la guerre qu'ils ont connue? Effectivement, il y a des liens. Et je vous dis que c'est une population qui ne faisait pas confiance d'emblée. Dès que vous le rencontrez, vous discutez, vous donnez l'information, d'emblée, on ne vous écoute pas. Donc, c'est vraiment une population qui était déjà traumatisée avec des guerres, qui ne faisait... donc, il faisait moins confiance, n'est-ce pas, aux autres qui venaient avec leurs problèmes, expliquer ainsi de suite. Donc, même la situation de guerre était plus confondue, n'est-ce pas, à la situation de l'épidémie était plus confondue à la situation de guerre. Donc, la guerre vraiment avait un impact sur le comportement de la population. OK. Saba? Merci. Merci pour cette réponse. The next question is for Dr. Diana. What kinds of anti-discriminatory programs do you foresee will be beneficial for reducing these ethnocultural disparities in COVID-19? It seems like a very deeply systemic issue that would be hard to mitigate. Mm-hmm. Yeah, well, that's the question. Like, it's you know, these problems have been going on before the pandemic. It's not like everything started now. Maybe now we are at a good point where this has been highlighted, and we are seeing, you know, where these problems have got maybe some more visibility, if you want. Maybe we can get people to focus more on that and work on that. But that's for sure something very systemic, very rooted in our society that needs a lot of work and takes for sure time. But what can I say? In terms of COVID-related discrimination, we have also explored the types, the sort where this discrimination was happening and what groups were more targeted and for what reasons they were discriminated related to COVID-19. So what the indications that we've given to the public health authorities were to try to focus public health messages more on intersectionality issues rather than on specific populations, like because we found that seniors, essential workers, racialized minorities were all more at risk of this kind of discrimination during the pandemic. So these are all at-risk groups. And there's been in the province some messaging around these groups being at increased risk of infection. So that might have contributed, together with some characteristics of the disease itself, to targeting, to making these groups targets of discrimination. So public health messaging already trying to shape, even for seniors, you know, around the fact that it's not the age that is related with higher risk, but it's the age together with other factors that come with it. For some people, you know, can help to promote solidarity also within communities rather than fear of infection that is not very beneficial overall. And we've seen that discrimination happens also in public spaces a lot, especially for older participants, whereas for young participants, it happened a lot across multiple contexts and also online. So these are also all avenues that we need to explore to find ways to, for instance, for digital literacy, to promote inclusiveness and fight discrimination online with young people, as well as protect, you know, seniors and older people in public spaces, in streets and grocery stores especially. That was where they reported a lot of discrimination. So, and we need to intervene. I think what these results are telling us is that we need an intervention that is actually
on multiple levels. So we need an individual level, but we need a community level, and we need a societal level. We need all these levels, and we need to have to use anti-oppressive like methods, you know, to build interventions. So we need to involve members of the community. Otherwise, it remains something top down that's never gonna really help the communities here if they don't get to tell us exactly what they need, and they get to, you know, to work firsthand on these issues. Great, thank you so much, Diana. That's a very thorough explanation, and I guess it's something we have to work on continuously. La prochaine question est pour Cyril. À quoi s'expliquerait l'interaction entre le sexe, le lieu de résidence et l'âge? Est-ce que l'âge n'est pas un facteur confondant dans cette association? Oui, merci pour l'intervenant qui a posé la question, le participant qui a posé la question. Comme effectivement nous l'avons dit, les seniors donc, étaient beaucoup plus à risque en ce qui concerne les états de stress post-traumatique et les facteurs dépressifs, mais pas en ce qui concerne les autres problèmes de santé que nous avons présentés. Et ce résultat, c'est vrai, il peut avoir une part donc, de variables confondantes mais qui l'expliquent. Mais dans des études que nous avons déjà réalisées, publiées aussi avec le professeur Sénan, sur les populations réfugiées et immigrées, montrent que généralement donc, les populations seniors, donc les personnes seniors, sont beaucoup plus à risque. Et cela peut s'expliquer aussi par des raisons d'ordre développemental, au fait. Parce que généralement, donc, quand on est senior, donc, il y a, je ne vais pas dire un problème, donc, il y a une tendance au fait, donc, à ruminer donc, les problèmes du passé. Et généralement, donc, dans les communautés noires, dans les communautés, dans les sociétés de type communautaire, c'est souvent la période à laquelle l'on est convié ou convié par la société donc, à méditer justement donc, sur sa vie, à méditer sur les problèmes vécus, à méditer aussi sur la mort, parce que c'est le moment, c'est l'étape de préparation donc, à rencontrer les ancêtres. Donc, du coup, il y a cette tendance à la rumination, en fait, donc, qui est observée. Et je pense que dans les résultats à venir, il sera vraiment très important donc, de creuser, voir si, par exemple, les personnes seniors présentaient des symptômes d'intrusion de façon beaucoup plus prépondérante par rapport au fait, aux autres composantes, aux autres dimensions des états de stress post-traumatique. Et comme je l'ai dit également, c'est le groupe de population, c'est le groupe de personnes qui a présenté le nombre plus important d'événements potentiellement, les événements de vie potentiellement traumatiques. Et à savoir donc les deuils, les formes de deuil complexes, puisqu'au fait, ils ont rapporté des morts soudaines, des morts violentes. Et donc, je pense que ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte pour comprendre la sévérité donc, des problèmes de santé mentale qui touchent particulièrement donc, ce groupe-là. Et puis après, il faudra l'ajouter bon, pour la population beaucoup plus jeune ou la population active de 45 à 54 ans. Il faut dire que généralement, donc, dans les contextes de guerre et tout, avec l'épidémie donc, qui vient donc, doubler, renforcer au fait donc, des problèmes existants, problèmes contextuels existants, donc ce sont des populations qui sont amenées au fait, donc, à abandonner leurs activités économiques de survie, donc la chasse, l'agriculture, et donc du coup, c'est eux normalement qui doivent au fait prendre en charge leur famille. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi qui peut contribuer à expliquer la sévérité donc, de ces problèmes-là dans cette population. Et je pense qu'il va y avoir également encore d'autres facteurs. Cyril, j'aurais eu, pas une autre question, mais en fait, pour alimenter tout ça, c'est un questionnement que j'ai. Ça fait, je pense que on doit être plus ou moins dans la vingtaine d'explorations, d'articles sur l'Afrique en ce moment, au laboratoire. Puis, ça doit faire la 20e fois où on n'a pas trouvé de différence significative selon les hommes et les femmes. Pour la dépression, pour le trouble de stress post-traumatique, pour la détresse psychologique, pour l'anxiété. La question, c'est dû à quoi? Parce que, et là, ce sont de vraies questions, parce qu'en Occident, nous avons toujours observé des différences significatives entre les hommes et les femmes pour les problèmes de santé mentale intériorisés,
Et là, on se rend compte qu'en Afrique, on a fait l'exercice pour le Rwanda, il n'y en a pas. On a fait l'exercice pour le Togo, il n'y en a pas. On a fait l'exercice pour la République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Et ce sont de vraies questions. Comment on peut expliquer ces questions-là? C'est une première... cette chose-là, c'est une première question que j'ai. C'est-à-dire, ces données-là, ces résultats-là, c'est une première question que j'ai. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'on ne devrait pas justement chercher à savoir pourquoi on arrive, par exemple, les femmes ou les filles, on est en train de faire l'expérience pour les enfants et les adolescents et où il n'y a toujours pas de différence significative. Comment on devrait les expliquer? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi chercher à savoir pourquoi? Et ces raisons-là, ces explications-là devraient peut-être alimenter la recherche clinique aussi en Occident pour pouvoir mieux savoir comment protéger ou prévenir, je devrais dire, les personnes contre les problèmes de santé mentale intériorisés et surtout les femmes et éliminer les différences de genre. Oui. Merci Jude pour la question. Je pense que c'est une question très, très intéressante parce qu'effectivement, nous explorons ensemble, en tout cas moi, depuis quelques mois donc avec vous, cette base de données importante. À première vue, même lorsque j'étais encore en train de, bien que ça a été déjà le cas de par les mois passés, mais au moment où je préparais encore donc, cette communication, cette présentation, je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi on ne trouve pas justement donc, de différences significatives basées sur le genre, basées sur le sexe dans notre échantillon? Mais à vrai dire, nous trouvons des différences significatives basées sur le sexe. Puisque justement, pour mieux comprendre donc, cette présence, il faut prendre en compte d'autres variables. Et donc, c'est en cela justement que les modèles d'interaction nous permettent non pas de voir au fait donc, cette différence de façon globale dans notre échantillon, mais de voir que il y a des réalités justement donc localisées, territorialisées, donc en termes donc, de milieu de vie par exemple, et d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui expliquent en fin de compte au fait finalement ces différences significatives. Donc des différences significatives basées sur le sexe, oui, il y en a. C'est vrai, comparé au fait à la littérature existante qui rapporte presque à tout, de façon unanime, j'allais dire, cette différence dans les grands, disons, de façon générale dans les échantillons, nous ne l'observons pas, au fait, dans notre étude. Mais je veux dire, finalement, qu'elle est cachée, au fait. Elle est cachée, il faut aller la chercher donc, dans d'autres, avec l'interaction d'autres facteurs. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, c'est que, généralement, effectivement, le poids des rôles de socialisation sexuée est souvent évoqué pour expliquer les différences de genre, les différences de sexe, justement, donc, en ce qui concerne la sévérité des états de stress post-traumatique notamment. Mais pourquoi nous ne l'observons pas? Bon, voilà, quelques éléments de réponse dans ce que je viens de dire. Mais je pense, troisième élément de réponse, que c'est un atout formidable, un atout considérable, et que cette étude fait partie de l'une des rares études qui a utilisé, au fait, l'approche ou un dévi longitudinal. Donc, je pense qu'il faudra peut-être attendre les résultats donc, du deuxième temps de mesure pour voir est-ce que, aussitôt juste après donc, la fin de l'épidémie, là, nous observons que donc, il y a globalement donc, pas de différence significative. Est-ce que finalement, avec le temps, il y aura une chronicisation au fait, du problème, une persistance des problèmes de santé mentale dans certains groupes par rapport à d'autres groupes où on va toujours observer au fait le même niveau de sévérité, donc aussi bien concernant les hommes que les femmes. Donc je pense que c'est les trois éléments de réponse. C'est vrai, c'est partiel et nous devons continuer justement donc à creuser davantage pourquoi ça se présente ainsi et cela est en contraste avec la littérature occidentale. Voilà les éléments de réponse que je voulais faire. Merci Cyril. Saba, est-ce que tu me permets de donner la parole à Benjamin Dahl qui a levé la main? Par contre, il faudrait lui permettre d'ouvrir son micro. Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question concernant la stigmatisation et c'est pour tous les panélistes. Après les nouvelles de Guinée,
que c'est évident que cette épidémie, c'est lié à l'épidémie de 2014-2016, donc après 5 ans. Quelles sont les stratégies que vous suggérez pour adresser le potentiel pour la continuation de stigmatisation? Parce qu'on sait que les survivants, ils sont déjà stigmatisés, mais on avait l'idée que peut-être après un peu de temps, ils ne sont pas vraiment un risque pour la communauté. Mais maintenant, avec cette nouvelle information, ça risque d'être une crise pour toute la population touchée par cette maladie. Merci beaucoup. So thank you for your question. Je ne sais pas quelle personne souhaite se lancer. Oléa, Cyril, je me dis que Diana est plus localisée sur COVID-19 et plus au Canada, mais Diana peut aussi apporter des éléments de réponse. Qui veut répondre? On va commencer par Oléa. Oui, merci beaucoup pour la parole. Bon, la stigmatisation, c'est vraiment un problème. C'est un problème, j'ai dit, pendant l'épidémie. La stigmatisation est à la base de beaucoup de problèmes, même de résistance dans la communauté. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi vraiment à résoudre les problèmes de stigmatisation de façon responsable. Mais au moins, pendant la lutte, nous prenons toujours en charge, d'abord au niveau individuel. Vous savez que la maladie ou le virus, ou la mort, tout le monde a peur de la mort. Donc, celui qui porte le virus ou celui qu'on pense qu'il porte le virus, on doit nécessairement avoir peur de lui. Parce que personne n'aime mourir. Hein? Donc, de ce côté-là, quelque part, la stigmatisation est normale. C'est-à-dire que moi, je pense que l'autre, il constitue un danger pour moi. J'ai peur de lui. Donc, quelque part, c'est normal. C'est comme ça que dans la prise en charge, il y a un travail qui doit être fait au niveau individuel. Donc, c'est-à-dire que la victime comprend que quelque part, même si c'était lui à la place de l'autre, il allait avoir peur de lui. Donc, c'est quelque part, c'est un comportement normal, mais aussi, c'est plus travailler avec la communauté. C'est plus travailler avec la communauté. Parce que quand on a cherché de savoir pourquoi il y a la stigmatisation, la communauté a pensé que ces gens-là ne sont pas complètement guéris. Donc, quelque part, ils constituent encore un danger. Et il y en a qui ont pensé qui doutaient même qu'ils soient déjà guéris. Et comment une maladie aussi mortelle comme Ebola, qui tue beaucoup de gens, et comment lui est arrivé à s'en sortir. Donc, quelque part, c'est comme aussi un phénomène. Et aussi, il y en a qui pensent que s'approcher à ces gens-là, c'est aussi c'est quelque chose qu'on peut, on peut être allié à ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de problèmes tout autour de ça. C'est comme ça que dans la prise en charge, nous faisons d'abord un travail individuel avec la victime, et aussi un travail communautaire que la personne, il faut montrer à la communauté que celui qui est guéri d'Ebola ne constitue plus un danger. Parce qu'il n'y a que le laboratoire qui peut confirmer ou infirmer la présence du virus. Dès que le laboratoire a déclaré quelqu'un guéri, nous ne pouvons plus avoir peur de lui. Ça, c'est vraiment la campagne que nous faisons avec nos séances de psychoéducation dans la communauté pour montrer que l'autre ne constitue plus un danger. Et c'est comme ça que même dans la réinsertion, et les jours où nous accompagnons les guéris, celui qui était ou c'était dans la communauté, et on doit le faire en présence de tout le monde, on doit le faire en présence des autorités, et il faut même les saluer en présence des autres pour montrer que celui-là ne constitue plus un danger. Et que malgré tout ça, il y a toujours cette peur-là hein, dans les chefs des autres qui pensent qu'il n'est pas complètement guéri, qu'il constitue encore un danger.
Donc, voilà les éléments de réponse que je peux donner par rapport à ça. Voilà. Cyril, si ça peut être plus court, ce serait parfait. Surtout moi, des deux éléments de réponse rapidement aussi à donner. D'accord. Je vais être très court, très bref. Oléa, merci beaucoup pour tes éléments de réponse. Mais j'ai une autre interrogation qui peut quand même servir d'élément de réponse. Mais je pense que, est-ce que quelque part, il n'y a pas une dimension en fait, de la prise en charge qui est négligée jusqu'à présent? Je pense que en écoutant mon cher Oléa, donc la prise en charge est axée donc au niveau individuel, au niveau communautaire, mais est-ce qu'il y a la dimension sociopolitique qui nécessiterait également d'être prise en compte en fait? Donc, il me semble au fait que les stratégies ont été beaucoup plus orientées donc, vers les individus, vers les communautés, mais comme je l'ai dit au fait dans ma présentation, il me semble également que les tensions intercommunautaires qui sont déjà là et parfois instrumentalisées par le politique en place ou chaque gouvernement qui passe contribuerait au fait aussi à renforcer en fait, la stigmatisation. Et comme l'a dit Oléa, normalement la stigmatisation a une fonction adaptative au fait. Mais le fait que justement, ça devient récurrent et que cela puisse expliquer des problèmes de santé mentale de façon assez prépondérante, il me semble également que cette dimension doit être prise en compte prochainement peut-être dans les stratégies de lutte contre la pandémie, contre l'épidémie. Voilà ce que je voulais dire. Oui, j'ajouterais quelques éléments rapidement. Hein. Diana, je ne sais pas si tu avais des éléments que tu voulais ajouter. Et là, je ne suis pas experte sur ça et si vous voulez, je peux parler pour le contexte du Canada, mais je pense que la question... Vas-y. Et on a mesuré aussi la stigmatisation dans l'étude que j'ai présentée. On a trouvé que c'est aussi un risque de santé mentale. Mais dans ce cas-là, la stigmatisation ne variait pas à travers les groupes ethnoculturels. Donc, c'était vraiment un facteur de risque pareil, disons, dans tout l'échantillon. Et ici au Canada, je pense que oui, c'est un problème important et la plupart des choses qui ont été dites jusqu'ici, ça se au Canada aussi. Mais ici, je pense qu'il faut vraiment investir, comme Cyril disait maintenant, au niveau du gouvernement et de messages sur l'éducation, sur comment les gens, comment on parle de la maladie et de l'infection et tout ça. Et aussi faciliter l'accès au testing sans les stigmatiser en soi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas se faire tester parce qu'il y a un stigma associé à ça maintenant. Donc, et aussi, ça arrive aussi peut-être dans certaines communautés culturelles parce qu'il manque d'informations sur comment ça se passe. Ça, c'est une autre étude qu'on a fait qualitative avec aussi de demandeurs d'asile. Ils ont peur que ça peut compromettre leurs demandes et tout ça, donc ils ne veulent pas se faire tester. Il y a des problèmes systémiques là aussi, donc il y a beaucoup d'informations et d'éducation qu'il faut faire aussi. Moi, je pense que l'élément central, et ça c'est ressorti dans tout ce qui a été dit, c'est l'éducation. On a mesuré la stigmatisation, on a mesuré son rôle pour la santé, en fait, son apport aux problèmes de santé mentale. C'est le plus important facteur de risque pour les problèmes de santé mentale en cas d'Ebola et de COVID-19. On l'a constaté à la fois en République démocratique du Congo, à la fois en Haïti, à la fois au Rwanda, à la fois au Togo. Et je pense que par rapport à ça, le maître mot devrait être éducation. Mais pour Ebola, il y a une erreur qui est toujours faite. C'est qu'on attend le moment de la maladie pour dire qu'on est en train de faire de l'éducation. Et cette éducation-là est souvent basée, cette forme d'éducation-là, en fait, qui n'est pas de l'éducation, qui est de la mobilisation communautaire, est souvent basée sur la peur. Parce que ce qu'on essaye de faire, en fait, on fait de l'éducation, en fait, on fait de la mobilisation communautaire en faisant peur aux gens de la maladie, en essayant de dire aux gens, ça fonctionne, et si vous ne faites pas attention, vous allez attraper la maladie, vous allez mourir, vous allez être infecté, vous allez mourir. Et à force de le dire, les gens, ces programmes de mobilisation communautaire nourrissent la peur des gens. Et en nourrissant la peur des gens, c'est plus difficile après de pouvoir demander aux gens de se départir de cette peur-là. Donc, les programmes de ce qu'on appelle des programmes d'éducation populaire nous nourrissent en fait la peur des gens.
Moi, je pense qu'il faut faire, et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment, c'est de mettre en place un programme d'éducation sur le temps long. C'est-à-dire, dans ces zones-là où on sait que ce sont des zones à risque d'épidémie. Aujourd'hui, c'est Ebola et COVID-19, mais demain, par rapport au virus émergent, je ne veux pas être prêcheur de mauvaises paroles, mais on sait qu'il y aura d'autres virus. Et dans cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éduquer les gens. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas à l'école, les élèves devraient apprendre sur ces choses-là. Et c'est ainsi qu'on crée des générations où les gens peuvent non seulement avoir de meilleures attitudes pour se protéger, sans être minés, sans que ces attitudes-là soient minées par la peur. Et la question, c'est que quand on est miné par la peur et qu'on a peur pour sa propre vie, on a peur pour la vie de ses proches, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu normal comme Oléa l'a dit, même si je pense, contrairement à ce qu'Oléa a dit, je pense que cette peur-là, la peur est normale, la stigmatisation ne l'est pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on est obligé de stigmatiser l'autre. J'ai lu des entretiens qu'on a réalisés hier soir encore, j'ai parcouru des entretiens qu'on a réalisés en Équateur. Il y a des gens où on a brûlé leur maison. Il y a des gens où ils passent dans la rue, on les appelle Ebola. Il y a des gens où le conjoint est mort, on leur demande de se déplacer de la communauté parce qu'ils ne sont pas de cette zone-là. Et donc, ce sont des choses extrêmement graves et des enfants dont les parents sont morts et que personne ne veut accueillir. Donc, on parle de choses extrêmement graves. Et par rapport à ça, ce qu'il faut vraiment faire, c'est une éducation sur le temps long et qu'on puisse vraiment éduquer les gens et qu'on n'attende pas les épidémies pour éduquer les gens, parce que ces éducations-là, c'est pas de l'éducation, c'est de la mobilisation communautaire. Ça ne tient pas en compte les facteurs écosystémiques qu'on devrait tenir compte dans l'éducation des gens. Et en plus de ça, c'est souvent basé sur la peur. Donc, c'est extrêmement important à noter et que ces choses-là soient faites en amont et pas en aval. On est arrivé presque à la fin. Je prendrai deux dernières questions. Benjamin Dahl avait une réaction à ce qu'il paraît par rapport aux questions, et puis je prendrai une dernière question. Et puis oui, je serai très vite. Pour laisser le temps pour un autre. Mais merci pour toutes les interventions. Seulement, j'ai levé les questions concernant la Guinée. Donc, je pense que aussi quelque chose de très important, c'est de créer les expectations réalistiques. Donc, cet homme, il était testé plusieurs fois, il était déclaré guéri, les tests étaient négatifs, mais après 5 ans, le virus est venu encore. Et donc, je pense pour la communauté, peut-être c'est important de ne créer pas les expectations 100%, que quelqu'un est guéri, c'est fini. Mais on ne veut pas que quelqu'un est stigmatisé pour toutes les raisons que les collègues ont listées, mais aussi, ça aussi pose les risques. Et je pense que maintenant, tout le monde doit penser de ça. Mais merci pour les interventions. Merci. À ce qu'il paraît, Saba, il y a une dernière question, vas-y. Oui, j'ai une pour Diana. Concerning the third research question, in a Canadian context, did discrimination not precede the occurrence of the pandemic of COVID-19, and the latter accentuated or intensified it in an already discriminatory environment towards certain ethnic groups, or is it the other way around? Yeah, well, thank you. That's an important aspect to clarify. Yes, discrimination was there before the pandemic, and some groups were more exposed to discrimination than others before the pandemic. We don't have longitudinal data with this sample specifically, so I cannot really tell you that discrimination has increased or decreased, let's say. Probably increased anyways, but the thing is that COVID-related discrimination was not present before, so we measured that one. But we also collected information on other types of discrimination in our sample. And general discrimination not related to COVID-19 was more prevalent than COVID-related discrimination. Like, I think 26% of the sample reported at least one episode of non-COVID related discrimination in the past month. So it was still a reality, and that was true before the pandemic for sure.
So this pandemic has highlighted and added stress to something that was there before. And our results, what I presented, was showed that COVID-related discrimination has an independent effect on mental health, even when controlling, when including in the same model also other types of discrimination. So it's an added stressor for sure. Hope that responds. Thank you. Merci Diana. Merci à tous d'avoir été présents. Thank you to all for being here with us. Il y aura normalement une dernière conférence de cette série-là en avril. On vous tiendra informé de cela. J'aimerais juste pouvoir garder, je demanderais aux internes, en fait, surtout à Oléa, Cyril et Jacqueline de rester connectés pour une coup de communication. Et vraiment, je vous remercie tous d'être présents pour cette série de conférences. Merci encore à tous.